Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui encore, nous allons essayer de regarder l'actualité en Haïti, évaluer la situation avec de nouveaux développements sur les questions de sécurité qui ont retenu notre attention. D'abord, la première chose qui est arrivée, qui a retenu notre attention, c'est euh, le changement de garde. La première grande décision du nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, qui concerne la nomination de l'inspecteur général André Jonas Vladimir Parison comme directeur général de la police en remplacement de Normil Rameau. Euh, Pourquoi nous disons que c'est la première chose qui a retenu notre attention? C'est parce que pendant les derniers temps, on avait l'impression qu'il y avait un conflit ouvert entre le directeur général de la police nationale et le Premier ministre, c'est-à-dire un conflit ouvert au niveau de la plus haute structure de la police nationale, le Conseil dirigé par le Premier ministre, mais avec une très forte influence du directeur général de la police. Donc, il y avait en latent ce conflit entre Alix Didier Fils-Aimé, comme tout le monde le savait, et le directeur général sortant de la police nationale, Ramon Normil. Donc, on se dit, dans certains milieux, est-ce que on n'est pas sur la voie d'une politisation de la direction générale de la police plus qu'autre chose? D'ailleurs, c'est la plateforme des organisations de défense des droits de l'homme qui a signalé tout de suite après la nomination de Vladimir Parison, qui a signalé le fait que ça pourrait être une nomination motivée par des liens de proximité. Et la plateforme dit qu'il y a cette volonté de politisation de la police par la primature et les alliés de la primature au détriment de la population. La plateforme dit que Parison dispose des prérequis, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est compétent pour occuper le poste de directeur général de la police. Mais attention, le secrétaire général de la POHDH, la plateforme des organisations de défense des droits de l'homme, a évoqué la volonté manifeste du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de prendre le contrôle de la police nationale, comme il l'a fait avec la Task Force. Alors, ce qu'il y a aussi, et que nous voulons souligner, que quelqu'un ait voulu prendre les choses en main dans les circonstances, on n'en tiendrait pas rigueur, on lui en tiendrait pas rigueur. Mais quels sont les résultats? Et c'est ce que la population demande encore et encore. Ce sont des résultats. On dit que Parison avait dirigé, je crois, la brigade d'opération et d'intervention départementale, la BOID, qui est une structure d'intervention rapide pour résoudre certains problèmes au niveau de la structure de sécurité. Il était à la tête de ce groupe dans les années 2015. Et apparemment, il aurait donné des résultats. Sauf que les organisations de défense des droits de l'homme euh, avaient évoqué des violations de droits de l'homme. OK? Donc, c'est un peu dans ce contexte aussi qu'il faut voir l'intervention de la plateforme des organisations de défense des droits de l'homme. Mais tout ce que nous disons, est-ce qu'il y a derrière cette nomination de Vladimir Parison une volonté politique et une meilleure coordination des actions de la police de la lutte contre l'insécurité qui jusqu'à présent est une lutte qui s'est révélée vaine? Autre chose en matière de sécurité, dans la foulée de la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la police nationale, on a vu la sortie rapide du chef de la Fédération des gangs armés, nous voulons parler de Jimmy Cherizier Barbecue, qui a même menacé le nouveau chef de la police sur la nécessité de négocier, de trouver une solution autre, etc., etc. Mais on, on ne s'attendait pas à ce qui allait se passer quasiment le lendemain de la nomination de Vladimir Parison. C'est le département d'État, c'est le gouvernement américain
qui a fait sortir une note pour offrir 5 millions de dollars pour l'arrestation de Jimmy Cherizier et dit Barbecue. Évidemment, Barbecue, vous le savez déjà, est accusé d'avoir violé des sanctions américaines. On a associé Jimmy Cherizier à un autre Haïtien américain, lui qui vit aux États-Unis, qui vient de Caroline, Basil Richardson. Les deux ont été inculpés pour avoir transféré des fonds depuis les États-Unis vers Haïti pour financer les activités de gangs armés, selon le ministère de la Justice. Vous avez vu la conférence de presse sûrement de la procureure de Washington, Janine Pirot, qui lors de cette conférence de presse avait dit que le chef de gang Jimmy Cherizier est coupable d'atroces violations des droits humains, notamment de violences contre les citoyens américains en Haïti. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Ce sont des questions qui restent pendantes. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a vu, qu'on voit les États-Unis engager une telle somme, au-delà des promesses qui ont été formulées, engager une telle somme, 5 millions de dollars pour la tête de Jimmy Cherizier. Vous en conviendrez que c'est tentant à la fois pour des mercenaires, tant en Haïti qu'à l'étranger, ou n'importe quel autre groupe, y compris des proches de Jimmy Cherizier, qui pourraient choisir de liquider ce dernier ou tout simplement d'accepter l'offre en donnant les informations utiles pouvant permettre à l'arrestation de Jimmy Cherizier. Et je vous dis, et ces signes du chaos qu'il y a en ce moment, vous avez déjà entendu parler de euh, la fameuse organisation, l'entreprise Vectus Global, l'entreprise américaine qui disposerait de mercenaires. On en a parlé. On dit même qu'il y aurait des mercenaires qui auraient perdu la vie en Haïti lors de récentes opérations. C'est pour la première fois que l'entreprise annonce qu'il va déployer bientôt près de 200 agents de différents pays en Haïti, dans le cadre d'un accord visant à réprimer la violence des gangs. C'est ce qu'a fait savoir le principal intéressé, Eric Prince, qui est un important donateur du président américain Donald Trump. On le sait, l'entreprise qui fournit des services de logistique, d'infrastructure, de sécurité et de défense, qui est dirigée par Eric Prince, est très proche du pouvoir de Donald Trump. Est-ce qu'il y aurait un lien avec ces 5 millions promis pour la tête de barbecue? La question reste ouverte. Et il faut dire que Eric Prince, c'est pas seulement Vectus Global. Dans un premier temps, on ne parle pas de Vectus Global, on parlait de Blackwater. Alors, pour éviter toute confusion, c'est le même Eric Prince qui est fondateur, propriétaire de Vectus Global et de la société militaire privée qu'on appelle la société de mercenaires, le Blackwater. Vectus Global va assumer également un rôle de conseil à long terme auprès du gouvernement haïtien sur la manière de rétablir les capacités de collecte de revenus une fois la violence apaisée, selon ce qu'a précisé Eric Prince ou quelques proches de l'organisation. Parce que, en même temps, les informations qui sortent dans la presse internationale, que ce soit au niveau de Reuters ou d'autres agences de presse, dans un premier temps parlent de déclarations de proches de Vectus Global et dans un autre temps citent directement Eric Prince comme responsable de cette organisation. On dit que l'administration Trump n'est pas impliquée dans le contrat avec Vectus Global. Le gouvernement américain ne finance pas ce contrat non plus et n'exerce aucune surveillance, selon ce qu'a fait savoir un proche du département de la défense américaine qui n'a pas voulu être cité. Les agents qui vont venir en Haïti, ils viendront des États-Unis, d'Europe, mais aussi d'autres régions du monde et devraient conseiller et soutenir la police nationale et une mission soutenue par l'ONU, comme vous le savez, est dirigée par des policiers kenyans qui luttent contre la violence des gangs. La mission soutenue par l'ONU compte 991 personnes, bien moins et de loin
que les 2500 personnes qui avaient été prévues. Et cette mission, jusqu'à présent, dispose d'un fonds d'affectation spéciale d'environ 112 millions de dollars américains, soit environ 14% des 800 millions de dollars estimés nécessaires par an, selon un récent rapport de l'ONU. Il faut dire que le déploiement annoncé fait suite à la récente nomination de Vladimir Paraison, comme je vous le soulignais, au poste de directeur général de la police. Alors, il faut dire que M. Paraison a été chef de la sécurité du Palais national et a participé à un nouveau groupe de travail créé en début d'année, composé de certaines unités de la police et d'entrepreneurs privés. Ce groupe a opéré en dehors du contrôle de la police nationale. Et ce groupe a eu recours à des drones explosifs, ce que certains militants des droits de la personne avaient critiqué, comme je le soulignais. Donc, c'est dans ce contexte-là que le nouveau conseiller, le nouveau coordonnateur du CPT arrive, M. Saint-Cyr, et on se demande, est-ce que la stratégie de M. Saint-Cyr va permettre de connaître un certain répit avec la question de l'insécurité. En tout cas, la réponse de cette semaine a été immédiate. Il y a des bandits qui ont encore agi, que ce soit à Keskov, que ce soit dans le plateau central, et dans un contexte de décision de la part du gouvernement de décréter l'état d'urgence sécuritaire. On va voir ce que cela donnera comme résultat. Justement, on va en discuter avec notre ami, notre collègue journaliste Étienne Côté-Paluc, qui est sur le terrain, avec qui nous allons essayer de déboucher quelques perspectives sur la situation aujourd'hui. On va donc discuter avec Étienne Côté-Paluc, notre confrère qui est sur place en Haïti et qui travaille avec beaucoup de médias étrangers, d'agences, etc. On va très rapidement voir une semaine qui a été plutôt mouvementée, comme je le soulignais, avec la nomination de nouveau chef de la police, le ministère de la Justice des États-Unis qui lance un avis de recherche de 5 millions contre Jimmy Cherizier, et puis le retour des mercenaires dans l'actualité politique, dans la question de la sécurité. Étienne, bonjour. Bonjour. Première question, Étienne, parce que on est encore dans une dynamique de chaos. Est-ce que les récentes informations peuvent laisser l'impression qu'il y a une petite lumière qui pointe à l'horizon? Bon, c'est très D'abord, difficile à évaluer, évidemment. on commence par l'arrivée d'un nouveau chef de la police, parce que ce que j'ai entendu jusqu'à Oui, présent, c'est des inquiétudes qui sont exprimées sur le fait que Paraison arriverait à la tête de la police en remplacement de Normil à cause de conflits, en fait, plus qu'autre chose. bon, c'est difficile à confirmer quoi que ce soit dans tout ça, mais effectivement, il y aurait eu des discussions à l'interne qui auraient mené au départ de Normil. Mhm, Maintenant, je ne sais pas si le choix de Paraison aurait été lié à ce conflit-là, mais en tout cas, il a été présenté comme un homme d'action quand il a pris son poste. Il mhm, a été présenté comme celui qui connaît le terrain. Avec ses béquilles, ça montrait clairement, ça rappelait clairement la blessure par balle qu'il a eue il y a quelques semaines dans la défense du terrain du palais présidentiel sur le Champ de Mars. Sa force, l'USGPN, a beaucoup de critiques, mais a été aussi l'une des plus actives. En fait, un des groupes de policiers les plus actifs dans la défense du Champ de Mars et en général de la montée des groupes criminels armés sur Port-au-Prince dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment, il est là depuis 6 ans d'ailleurs, semble-t-il, à son poste. Donc, c'est quelqu'un qui a été présenté, comme je disais, de terrain. Maintenant, effectivement, il y a des discussions à savoir s'il n'y aurait pas d'autres raisons que le changement de présidence pour expliquer le remplacement de Normil. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a
la situation est toujours aussi catastrophique et on n'avait pas l'impression qu'il y avait un coup de barre qui avait été fait. Peut-être que ça va amener ce fameux coup de barre-là, on ne sait pas. Mais à chaque fois qu'il y a un changement, on se dit, bon, ben, peut-être que la nouvelle personne va pouvoir améliorer les choses, mais en même temps, à chaque fois, il faut se rappeler aussi que c'est un réapprentissage que cette nouvelle personne-là doit effectuer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des fois, pour comprendre l'ampleur du travail, comprendre ses responsabilités. Est-ce que la passation se fait toujours de manière efficace? C'est dur à dire. En tout Mais cas, on peut toujours, il y a toujours, il y a une grande question sur le changement, tous les changements qui ont été faits dans le gouvernement depuis une semaine. On sait qu'il y a des ministres qui sont sur le point probablement d'être changés et même probablement, et on entend ça évidemment, des directeurs généraux dans différents ministères de l'appareil de l'État, ce qui rappelle des tactiques puis très, très anciennes de politique haïtienne. on peut toujours se poser des questions sur un conflit éventuel et ça, les gens étaient au courant des problèmes qu'il y avait entre Normil Rameau et Didier Fils-Aimé, le Premier ministre, mais tu as posé la question. On sait que on n'avait pas besoin d'évoquer grand-chose puisque Normil Rameau a échoué dans ce qui était l'essentiel, dans ce qui est l'essentiel pour tout chef de la police, c'est de minimalement donner des résultats, alors que depuis son arrivée, ce sont surtout d'autres zones qui sont tombées. Ce sont d'autres zones qui sont devenues des zones de non-droit, pour ne pas répéter un ancien ministre qui parlait de zones perdues. Alors, Étienne Côté-Paluc, on arrive donc à... Ici, les zones perdues est devenu un terme générique vraiment utilisé. à- C'est vraiment le nom qu'on utilise maintenant pour décrire ces territoires-là. Mais oui, absolument. Et Étienne, on va regarder cette sortie du ministère de la Justice des États-Unis annonçant 5 millions de dollars pour la tête de barbecue. C'est un pas qui est franchi. 5 millions, ça veut dire que c'est une décision sérieuse de vouloir obtenir des résultats maintenant par rapport à barbecue. En tout cas, c'est un signe que l'intérêt est porté, le regard est porté sur Haïti. Ça fait des années qu'il aurait probablement dû être sur qu'il est recherché par toutes les polices. J'imagine qu'il est dans l'Interpol déjà. Donc, je ne suis pas certain qu'à court terme, ça va changer grand-chose, mais le symbole est là. Et à chaque fois, c'est comme les sanctions. On se dit, bon, ben, c'était juste un symbole pour l'instant, mais au moins, on montre qu'il y a un front commun qui est en train de se créer, qu'il y a des dossiers qui sont en train de se monter quelque part pour amener ces gens-là éventuellement devant la justice. En ce moment, évidemment, les gens ont très peu confiance dans le système de justice en Haïti, que d'autres systèmes de justice pointent du doigt et montrent des dossiers. J'imagine que ça ne peut pas nuire dans un sens plus large. Donc, ça a été reçu avec étonnement, mais aussi avec comme tu l'as dit, la facture est quand même haute. Est-ce que ça va, le prix est quand même élevé, dis-je. Donc, est-ce que ça va intéresser des gens d'étrangers? Même ici, est-ce que ça peut porter des gens à vouloir faire de la délation? Oh. Ça reste à voir, mais évidemment, on se rappelle que ben, de deux choses. Premièrement, je pense pas que les autorités sont vraiment ignorent par rapport à l'endroit où se trouvent des gens comme barbecue. S'ils veulent savoir où il est, ils n'ont qu'à suivre un téléphone ou l'autre et ils vont comprendre où se trouvent les gens. Ils ont déjà eu accès à des téléphones. On offre de l'argent pour pour l'aide à attraper un fugitif. Souvent, il y a des petites clauses aussi en petit que j'aime rappeler où ça dépend un peu aussi de la discrétion des forces de police américaines, à savoir si le montant est complet, mérite d'être donné au complet ou pas. Selon l'importance des informations qu'on donne. Faut aussi rappeler que bon, c'est pas un contrat qui est signé entre deux personnes, c'est un appel. Donc, si ça permet l'arrestation, tant mieux, mais c'est quoi qui permet l'arrestation? Et à quel point l'information ou la manière dont on va aider à l'arrestation, si quelqu'un le fait, sera majeur, ça sera au gouvernement américain de décider. Bref, tout ça pour dire que ça peut ne pas être 5 millions de dollars, mais dans tous les cas, ça met la lumière, encore une fois, sur le chef d'un groupe criminel notoire en Haïti qui
est recherché par la police haïtienne, qui a déjà été partisan du pouvoir et qui maintenant est contre l'État et s'est coalisé avec plusieurs groupes accusés de nombreuses exactions pour commettre des actes terribles un peu partout dans la région de la capitale et dans les deux régions au nord. Donc, à chaque fois, on se dit, c'est peut-être au moins c'est un signe qu'il y a quelque chose de sérieux et c'est surprenant que des gens comme un pays comme les États-Unis n'aient pas pensé à faire ça avant, alors que quand les démocrates étaient au pouvoir, par exemple, quand Joe Biden était au pouvoir, pour justement aider à la situation. Et c'est dans un contexte où les États-Unis essaient de négocier aussi, il faut le rappeler, au Conseil de sécurité. Là, ils attendent une réunion qui a été demandée par le Panama sur la question haïtienne pour réclamer encore une fois qu'il y a une force onusienne qui vienne en Haïti. Ça fait partie de ce plan-là, parce que là, on se rend compte qu'on ne peut plus mettre l'argent qu'on mettait seul. Les États-Unis peinent à trouver d'autres partenaires à part le Canada pour compléter le financement de la force internationale. Et donc là, vraiment, la pression est mise sur le Conseil de sécurité et ça fait partie donc d'une stratégie pour en arriver à convaincre la Chine et la Russie que la situation est grave en Haïti, que ça prend la présence des casques bleus, ce que les deux pays refusaient et donc par leur droit de veto empêchaient. Et Étienne, pour terminer, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre les 5 millions qui ont été annoncés et le retour dans l'actualité des mercenaires. Et c'était parce qu'il y a eu comme une confusion. Les gens se sont dit, ah là maintenant c'est Vectus Global, alors qu'avant on parlait de Blackwater. Je rappelle que Prince, Eric Prince, est propriétaire des deux organisations donc c'est du pareil. Il a fondé la première et Blackwater, il l'a vendue et là maintenant il travaille Vectus Global. avec cette nouvelle compagnie. Hmm. Et donc, fondamentalement, moi, le lien sur le fait qu'il y ait 25 millions qui est annoncé, même que les Américains, parce que les autorités américaines rapidement ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec les discussions qui pourraient exister entre le gouvernement haïtien et des mercenaires, etc., qu'ils ne vont pas payer, qu'ils n'ont pas payé non plus, etc. Mais le fait de lâcher l'avis de recherche de 5 millions retient quand même l'attention. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien, tu es d'accord? Bon, oui, c'est des gros montants qui sont discutés Eric Prince est reconnu pour être un partisan de Donald Trump, Absolument. À probablement financer la proche campagne de Donald du Trump. pouvoir. Donc, on sent que c'est la stratégie du ministre des Affaires étrangères américaine, Rubio, qui se met en place par rapport à Haïti. On l'attendait depuis longtemps, cette stratégie, mais bon, on a l'impression que c'est ça peut-être qui est en train de se préparer. À tout le moins, il y a une stratégie, ce qui est déjà rassurant parce que longtemps, on pensait qu'on abandonnerait Haïti à son sort, ce qui est, certains diront peut-être une bonne chose aussi, mais bon, c'est un autre débat. Mm. Et donc, en ce moment, on voit que tout se met en place pour essayer de se retirer de cette mission internationale qui a vraiment du plomb dans l'aile en ce moment. Les Américains ne sont pas satisfaits et ils veulent trouver une solution alternative. Ces milices, ces mercenaires, dis-je, seraient probablement liés à tout ça parce que c'est rien. En fait, Prince a fait une entrevue cette semaine, mais si on se fie aux éléments sur le terrain, avec le début des attaques de drones au mois de mars, au début mars, ça voudrait dire que le contrat est signé depuis plusieurs mois, ou en tout cas, il y a une entente de principe qui est sur la table depuis plusieurs mois. Et donc, c'est juste on révèle en fait une stratégie et on révèle un contrat, alors que ces compagnies fonctionnent dans le plus grand secret habituellement. C'est très difficile de savoir exactement comment ils opèrent et des contrats comme ceux-là sont rarement rendus publics. Donc, reste à voir si le gouvernement haïtien pourra garder ce contrat-là sans révéler sa nature et le prochain gouvernement aussi. Donc, on verra, c'est un contrat sur 10 ans. C'est quand même long, mais bon, comme je dis souvent, Haïti, si le gouvernement change, il arrive dans le contrat pourrait être résilié, probablement si un un prochain gouvernement prend le pouvoir. Mais la grande question éthique qui se pose par rapport à cette force de mercenaires,
c'est cette taxe qui pourrait être collectée probablement par cette force-là. C'est ce qu'il a révélé en entrevue. J'ai entendu dire à travers les branches que ce serait peut-être lié aux douanes, aux droits de douane. On ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire parce qu'il a parlé de taxes en général et en anglais, ça peut aussi dire liés aux impôts. On ne sait pas trop, mais ça pose beaucoup de questions éthiques en ce moment parce que, évidemment, ça rappelle des tactiques que d'autres ont pris avant, c'est-à-dire contre la sécurité, demander un pourcentage de tes profits. C'est un peu ce que fait d'autres groupes criminels au centre-ville de Port-au-Prince en ce moment. Étienne Côté-Paluc, merci d'avoir pris le temps dans toute cette bousculade que je sais dans laquelle tu te trouves, d'échanger avec nous. On fera ça une autre fois. Merci et à bientôt. Toujours un plaisir, à bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Face à Face avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, on a discuté avec Étienne Côté-Paluc en direct de Port-au-Prince sur la situation de la sécurité. Véritable chaos qui se poursuit, c'est même la stratégie du chaos. On a regardé les différentes étapes franchies en matière de sécurité cette semaine, l'arrivée de nouveau chef de la police et aussi l'avis de recherche de 5 millions lancés contre le barbecue, sans oublier le retour dans l'actualité des mercenaires. Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.